coup, regarde, j'ai coupé une pomme, on dirait un cliton. Est-ce que quelqu'un veut une tisane? Ah ouais, grave. Ah, mais en mode Shogun, caliente, les meufs, quoi. Attends, j'ai la bouche pleine. Ça, ce sera au générique. Attends, j'ai la bouche pleine. Ah bon, ça. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Camille. Camille a 22 ans, et avec elle nous avons discuté des femmes badass, dans la vie et dans une brigade de cuisine, de Diddle et des pornos féministes, du liquide bleu dans les pubs qui sent bon l'aloe vera, d'endométriose et de ce qu'il faudrait plutôt apprendre en cours d'SVT, mais aussi un peu, surtout, d'amour de soi. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme? Ouais, grave. Ça, je pense, honnêtement, ça a pas toujours été le cas. Il y a un moment où... En fait, honnêtement, je vais vous avouer, une fois par mois, ça me saoule d'être une femme. Quand j'ai mes règles, je crie des couilles et une bite, putain. Mais sinon, c'est super bien d'être une femme. Moi, j'adore. Après, aimer être une femme et assumer être une femme, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Et moi, j'arrive aujourd'hui à assumer le fait que je suis une femme et que ma définition de la féminité va pas être forcément la même définition pour tous et toutes. Et voilà, j'ai trouvé mon look, j'ai trouvé le truc qui me plaît chez moi. Non, franchement, maintenant, c'est... Donc, ouais. Moi, j'aime beaucoup être une femme. Et c'est quoi, du coup, pour toi, justement, la féminité? Il y a pas de définition. C'est le moment où tu te sens bien dans ta peau. Après, c'est pas avoir les cheveux longs, ni mettre du rouge à lèvres, ni mettre des jupes. Par exemple, ça va être ma définition de ma féminité, mais je pense qu'il y a autant de définitions de féminité que de femmes sur Terre. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille? Ouais, parce qu'ils l'ont voulu. Je suis née au Niger, en fait, à Niamey, dans la capitale. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans un orphelinat dans lequel j'étais la seule fille. Il s'avère que mes parents qui habitent au Niger à ce moment-là voulaient adopter. Et ils ont dit, ok, mais nous, on veut absolument une fille. Ils avaient déjà fait un choix d'un point de vue sexe qui est déjà assez compliqué. Mais le fait d'arriver dans un orphelinat où, ça va être elle ou elle, c'est toujours un peu délicat. Là, moi, c'était, il y en a qu'une. Donc, c'est vrai que je crois pas au destin, je crois pas, mais il y a des aspects de ma vie où, de temps en temps, je me dis que c'est quand même ouf, quoi. Tu vois, c'est comme si ça m'avait porté chance d'être une fille dès le départ. Dans un pays où, c'est pas le cas. Est-ce que tu sais pourquoi ils préféraient adopter une petite fille qu'un petit garçon? Je sais pas du tout. Moi, ils m'ont juste dit on voulait vraiment une fille. Je pense qu'il y a aussi ce côté challenge de se dire on va élever une fille et ça va être une putain de badass, quoi. Quand t'élèves une fille, t'as le souci que il lui arrive rien de sexisme, tout ça, mais il y a aussi le côté j'ai envie que ce soit une putain de femme forte plus tard. Là où quand t'élèves un garçon, t'as pas envie que ce soit un connard et un macho. Donc c'est pas la même chose, mais moi je sais que par exemple, plus tard je veux absolument une fille. D'abord. Après, un garçon avec grand plaisir. Et c'est un putain de challenge aussi d'élever un mec bien. De se dire, moi mon fils c'est un mec bien. Y a aucun problème, quoi. Il est carré, il est à cheval surtout, il est briefé. Non mais il est briefé, quoi. Je l'ai tenu au courant de la cétoiphone. Mais non, je sais pas du tout pourquoi il voulait une fille, mais c'est vrai que quand je vois le caractère de ma mère et je vois le caractère qu'avait mon père, je me dis clairement il voulait une putain de badass plus tard. C'est quoi les principales idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles et les garçons et après les femmes et les hommes? Quand j'étais petite, les filles et les garçons c'était plutôt classique, hein. Moi je me rappelle en avoir reparlé avec ma mère il y a même pas longtemps et elle me disait écoute, nous on t'a toujours laissé le choix et tu voulais t'habiller en rose. J'ai eu ma période rose, après j'ai eu ma période bleue, j'ai eu ma période j'avais que des tresses parce qu'avec mes cheveux c'est trop chiant pour mes parents, et puis d'un seul coup j'ai eu la période où j'ai demandé à mon père de me couper les cheveux comme je les ai maintenant, j'ai la tête rasée, j'avais 7 ans. Et après j'ai eu ma phase de les filles ça a les cheveux lisses et qui flottent dans le vent et c'est trop cool. Donc j'ai eu la période de défrisage et plombage de cheveux absolument atroce parce que c'est pas du tout la nature de mes cheveux et c'est pas grave. Que être une fille c'est pas forcément avoir des beaux cheveux, faire des queues de cheval et courir avec ta mèche. Et j'ai eu cette période là pendant 3 ans. Et au bout d'un moment j'ai compris que fallait que j'assume que de toute façon on s'aimait jamais comme on était, que les copines qui avaient les cheveux lisses elles se les frisaient et moi qui avais les cheveux crépus comme pas possible je voulais me les lisser, et je me suis dit mais une femme ça a les cheveux comme elle a envie de les avoir, quoi. Moi je trouve que la coiffure qui me va le mieux à l'heure actuelle c'est celle que j'ai maintenant avec plus de cheveux. Ouais, avec 0 sur le caillou. Et après non, mais les garçons c'est seulement maintenant que je me demande en fait c'est quoi la relation entre hommes, femmes. Pour moi il y a pas de différence, quoi. Il y avait pas de différence, et j'ai grandi avec le schéma inverse où c'était
mon père qui était à la maison et qui m'élevait, et ma mère qui a niqué le game au niveau boulot. Donc j'ai une maman en déplacement, tu sais le fameux mon père il est pas là, il est en voyage d'affaires. Bah moi c'était ma mère. Et les serviettes, les machins, c'est mon père qui me les achetait quoi. Après je trouve que la relation homme-femme est plus compliquée que la relation fille-garçon. Quand on est petit, on passe outre. Là c'est plus compliqué parce que je pense qu'il y a toute la question de l'ego très fort chez les hommes, la fierté chez les femmes, ce côté non mais je me respecte, je fais pas ça. Et les hommes, il y a ce côté non mais je suis un mec, allô. Et ça nique tout quoi. Et quand on est petit, on s'en fout. C'est notre copain quoi. On s'échange les diddles et les mouchoirs. Mais surtout les diddles. Ouais, surtout les diddles. Tu te rappelles des carnets mes meilleurs amis? Ah ouais, grave. Allô, la base. Du coup, moi j'ai été élevée avec le système maman qui travaille et papa à la maison. Qui dit papa à la maison dit cuisine. Donc moi ma passion première dans la vie qui est quand même la cuisine me vient de là. Père libanais, grand-mère libanaise, de l'autre côté grec né à Madagascar. Enfin, je t'explique le melting pot de l'espace. Et du coup, moi j'ai toujours voulu faire de la cuisine. Depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 5 ans, je veux être chef. Sans prendre conscience de toute la dimension engagée que peut avoir un parcours comme le mien dans ce métier-là. En tant que femme d'1m85, noire, tête rasée, lunettes, personnalité, caractère, qui a pas fait un bac pro cuisine dès ses 12 ans, qui parle 3 langues couramment, qui a vécu dans 4 pays différents, qui a un bac avec mention, qui, si elle s'était donné les moyens, aurait pu faire Sciences Po, mais elle a quand même décidé d'aller faire des oignons grelots. C'est un métier qui est quand même super machiste. Donc en tant que femme, t'es obligée d'être féministe dans le milieu. Y a pas de femme pas féministe. C'est impossible. Elles le disent peut-être pas, elles en ont pas conscience. Tu es le féminisme incarné. T'as pas besoin de dire je suis féministe. C'est évident. Dans un monde de requins comme ça, de machos, qui est quand même un milieu qui est tenu par des hommes blancs. Arriver en tant que Camille, c'est compliqué. Parce qu'après, il y a tout le... Ok, d'accord, mais pourquoi je t'appelle pas Fatou? Non, je comprends pas. T'es mannequin? Tu fais du basket? Non, connard, et toi, tu fais 1m10 et c'est pas pour autant que tu fais Fort Boyard. Non, mais enfin, tu vois, je vais te dire, ferme ta gueule, quoi, tu vois. Je vais faire réfléchir, en parler, quoi, bouffon. Non, c'est des choses que... J'en rigole maintenant, j'ai moins rigolé sur le coup. C'est des choses qu'on m'a toujours dit, et c'est un métier en tant que femme, c'est pas évident. En fait, c'est pas évident qu'en tant que femme, tu as ta place dans le métier. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, c'est les femmes qui font la popote à la maison, et les hommes qui sont dans les cuisines, qui considèrent comme des vraies cuisines. Et par contre, si en tant que femme, tu viens empiéter sur le terrain des hommes, là, ça va pas. Et à ce moment-là, ton seul moyen, c'est d'être meilleur qu'eux. Parce que le jour où t'es meilleur qu'eux et tu excelles, tu deviens indispensable. Et ils te disent tous, personne n'est indispensable, non. Faux. Il y a des personnes dans ta cuisine, tu ferais tout pour les garder. Donc en tant que femme, quand t'arrives au stade où t'es indispensable et le jour où t'es pas là, en fait c'est ça, c'est le jour où t'es pas là, ils sont dans la merde, que tu sois noir, que tu mesures 1m85, que t'as la tête rasée, qui trouve que t'es un trop gros cul, que t'ouvres trop ta gueule, ça passe au second plan. Et là tu niques tout dans le game. Donc moi je m'étais mis en tête comme but d'être la meilleure. J'avais pas le choix. C'est le seul moyen pour que limite ma présence soit justifiée. Tu vois, mais c'est horrible d'en arriver à ce stade-là. Et je me suis dit, ok, bon, moi, je vais tout niquer dans le game, je vais exceller. Première chef femme noire, étoile au guide Michelin. Là, tu fais ce que tu veux. Et pour moi, c'est un métier qui changera quand les vieux cons crèveront et que des gens comme nous arriveront au stade des étoiles. Parce que nous, après, on est la génération qui va accepter de subir, donc, harcèlement, violence, discrimination. On va fermer nos gueules là-dessus pour pouvoir arriver au poste haut, mais on se promet que dans nos cuisines, on fera pas ça. Et la génération d'après, eux, ils voudront même pas. Ils vont dire, écoute, la cuisine, ça sera 35 heures, je vais travailler soit du matin, soit du soir. Clairement, si tu me fais chier, je porte plainte. Toi, clairement, s'il faut faire fermer ton restaurant, je fais fermer ton restaurant. Demain, j'appelle Brut pour leur dire comment ça se passe dans ta cuisine. Et là, on arrivera à faire avancer les choses. En attendant, faut que les vieux, ils crèvent. Et faut que nous, et ça, c'est très compliqué, parce qu'on est juste la génération entre les deux, on ferme nos gueules, on dise oui, chef. Mais en tant que femme, c'est pas évident que t'as ta place. Il y a toujours, tu sais, c'est très cucu, mais tu dois faire 2 fois plus pour avoir la moitié de ce que eux ils ont. Et c'est très vrai. Jusqu'au jour où j'ai travaillé avec une chef femme dans un restaurant, et là il y a tout qui change. Mais j'ai arrêté parce que j'ai pris une autre voie qui, dans mon engagement personnel, est complètement dans la lignée. Mais c'est vrai que je trouvais ça beau de me dire que je me battais pour une cause, avant même de me battre pour une passion. Maintenant, on va parler un petit peu de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où t'as pris conscience de ta sexualité? En prendre conscience assez tôt, l'expérimenter plus tard.
Mais je me rappelle, la première fois que je me suis touchée, c'était, je devais avoir 14 ans. Tard. J'ai l'impression que c'est tard, quand même. Tu sais, t'essayes de te dire à quoi ça ressemble un orgasme, et tout le monde te dit, en fait, quand t'en as un, tu sais que c'est ça. Et là, j'ai dit, ah, ok, c'est bon, les gars, je suis rentrée dans le game. Et après, j'ai eu une période pendant laquelle je me masturbais plus du tout pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans. Après, j'ai repris. Et après, c'est par phase. Je fonctionne vachement dans l'excès. Soit c'est, je vais me toucher à fond pendant une semaine et je vais faire que ça. Et d'un seul coup, pendant 1 mois, presque rien. C'est horrible. Je fonctionne dans l'excès, mais pour tout. Pour la bouffe, pour ça, pour, tu vois, je vais abuser du même plat au restaurant pendant une semaine jusqu'à en être dégoûté. Et après, je vais arrêter. Avec la masturbation, c'est pareil. Et le porno aussi, ça, c'est un truc. J'en discutais, c'était quand? Hier, avec une nana. Et c'était la question du porno féministe. Et en fait, je lui ai dit, pour moi, le porno féministe, t'as pas besoin d'aller sur un site de porno féministe. Moi, par exemple, je suis fan des pornos amateurs. J'aime pas les pornos genre grande chaîne Vixen et tout. Je sais pas, alors ça complexe tout le monde, ça fait flipper, les bites de 30 cm et demi, là, tu sens dans la glotte, je vois pas comment elle peut flipper ça. Le truc, ça ressort par les 2 oreilles, enfin, c'est un scandale. Et du coup, le porno amateur. Le porno amateur, j'aime bien. Je trouve qu'il y a une certaine forme de féminisme, dans le sens où la femme, elle est pas juste là pour recueillir le sperme. Il y a vraiment un jeu de séduction, moi je vais dominer, mais dans 2 minutes, ça peut être l'inverse. Et ça, c'est super bien, parce que dans les autres films, je veux dire, porno traditionnels, c'est vraiment, la femme est soumise, et il y a jamais on n'inverse jamais le rôle. Donc pour moi, le porno amateur, c'est une sorte de porno féministe. Et j'aime bien. Parce que le problème avec le porno vraiment qualifié de féministe, c'est qu'il est payant. Et à l'heure actuelle, les gens, ils ont pas envie de payer pour des films de cul. En fait, le problème, c'est qu'on a encore besoin de faire du porno féministe. On devrait juste faire du porno et pas, c'est-à-dire que le porno, par définition, est sexiste. Si on a besoin de faire du porno féministe. Et il est là le problème. Donc le jour où les films qui sont sur des pornos féministes seront sur des sites genre Xvideo, YouPorn, tout ça, bah là on sera bien. Du coup, c'est avec le porno que t'as fait ton éducation sexuelle? Non, pas du tout. Absolument pas. J'ai fait mon éducation sexuelle en posant des questions, en discutant avec des amis, en allant voir sur internet, avec le dico des filles, et c'est à peu près tout. Pour le coup, moi je trouve que j'ai énormément de chance. Parce que j'ai eu des copines qui ont fait tout ce que moi j'ai fait, mais super tôt, donc je pouvais être briefée, et j'ai eu des parents, moi, qui m'ont parlé sans aucun problème, quoi. C'est surtout le fait que je me suis toujours dit, même si tu poses pas les questions, si jamais un jour tu dois la poser, tu peux. Non, pas avec le porno, du tout. Le porno, en fait, pour moi, c'est pas un outil éducatif. C'est un moment de plaisir. Au même titre que faire de la cuisine ou aller faire du shopping, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui se servent du porno comme support éducatif. Ouais, parce que l'éducation fait pas son taf. Et le porno, c'est gratuit et en 2 minutes on y est. Le jour où on aura des cours d'SVT dignes de ce nom, il y aura plus de problème et les jeunes n'iront plus faire leur éducation sexuelle sur les pornos. Le petit briefing qu'ils nous font juste avant de rentrer en 6e sur les règles, où en fait on t'explique tout ce dont tu te fous, mais complet. Oui, tous les 28 jours il se passe ci, tous les 21 jours et puis il y a telle hormone et puis on n'a rien à savoir, on veut juste comprendre. On veut juste savoir qu'en fait, le moment où ça va faire mal, faut pas que tu paniques, que t'as l'impression que tu vas crever, voilà. Que ça a cette couleur-là, ça a cet aspect-là, cette odeur-là. Parce qu'après, on se retrouve avec des nanas qui sont persuadées qu'elles ont un problème parce que en fait, c'est pas bleu, et puis c'est pas transparent, et puis ça sent pas la rose comme à la pub. Il est là le vrai problème. Et c'est pour ça que les jeunes vont sur le porno, parce qu'ils voient ce dont ils ont envie de voir. Sauf que sur le porno, les meufs elles ont des chattes, je sais même pas comment elles font pour avoir des chattes comme ça. Les mecs ils ont des bites à quelle heure, et puis les mecs ils complexent après. Parce qu'ils sont persuadés que s'ils ont pas un tube télescopique de 30 cm, ils ont un petit zizi. Alors que, je sais pas, une bite de 13 cm, si tu t'en sers bien, ça fait kiffer quoi. Et une bite de 30 cm, aux dernières nouvelles, ça fait mal. Non mais c'est vrai, moi j'aime pas les grosses bites, hein. Je suis désolée les mecs. Je pense vraiment que si on arrive à décomplexer, à informer, parce que le problème c'est ça, c'est qu'il y a un manque d'information énorme. Et après, il y a tout un tas de complexes qui se développent après. Et puis pourquoi elle a eu un orgasme en 30 secondes? Ah allô, elle a simulé chérie. Et on va se référer à ça pour se comparer, alors que c'est nous la norme. Le porno c'est pour se divertir. C'est pas éducatif. Pour toi, c'était quoi faire l'amour? C'était se faire du bien à deux, prendre du plaisir, mais c'était surtout, moi je pense que à ton plaisir et toi tu penses que à mon plaisir. Et dans ce cas-là, on va s'en sortir. Et qu'est-ce que tu fantasmais de ta première fois? Honnêtement, je fantasmais rien du tout. Tu l'attendais ou pas? Pas du tout. Moi je l'ai fait tard, hein. J'ai fait ma première fois, j'avais 18 ans. Enfin tard. Je compare toujours par rapport à mes copines, quoi. Ma meilleure amie a fait sa première fois, elle avait 13 ans. Et après ça a enchaîné, quoi. Elle a déroulé le câble.
Et moi, j'ai fait ma première fois à 18 ans et j'attendais rien. Parce que je me suis dit, je vois à quel point tu peux être déçu et à quel point on sacralise la première fois alors que je connais personne qui a pris un pied d'enfer sa première fois. En fait, si, je m'attendais au pire. Et j'ai eu raison. Le truc super douloureux, quoi. C'est la mort. Ouais, c'était comment? Ah, c'était horrible. Pourtant, je l'ai fait avec quelqu'un avec qui j'étais super bien. J'avais 18 ans, il en avait 28. Et super douloureux, quoi. Pourtant, quand je dis j'étais détendue, c'est que j'étais détendue, hein. Mais j'ai fait, en fait, tout ce qu'il fallait pas faire. Donc j'appelle ma meilleure amie. Elle me dit, il y a 3 positions à surtout pas faire. Le vrai, tu oublies. La position où tu montes sur lui, tu oublies. Et le plan, mais je saurais même pas la décrire. Tu sais, quand t'es allongé sur le dos, genre tu te mets en mode perpendiculaire avec tes jambes, et le mec, genre il est, ouais. Tu vois. Elle me dit, ça tu fais pas. Moi j'ai fait les 3. J'ai pas eu de missionnaire sympa, je me suis trop déterre et j'ai compris ma race, j'ai douillé ma race. Donc non, j'ai trop voulu faire la ouf. Parce que j'étais dans le moment, t'es là, t'as envie de tester plein de trucs. J'ai eu super mal. Mais j'ai pas ressenti ce OK, bon bah c'est fait. Non, j'ai pas un bon souvenir. Après, j'ai juste le bon souvenir de l'avoir fait avec quelqu'un de bienveillant. En fait, c'est tout ce qui importe. Est-ce que t'en as parlé à tes amis ou ta famille ou... Oui. Bah, il y a eu le briefing à peine sorti, à peine la culotte remontée. Allô les meufs, c'est Kams. Vidéoconférence, demain 10h. Because I'm not a virgin anymore. Ça, c'est bien évidemment la base. Avec tous les détails, toutes les pots qui font « Putain, je t'avais dit de pas faire ça, t'abuses !» Voilà. Et bizarrement, je l'ai pas dit à ma mère. Mais elle m'en veut encore. Est-ce que ça a changé l'image que t'avais de toi-même ou pas du tout? Moi, je pense que ça reste ma sexualité reste un symbole de ma féminité qui est quand même assez important. Sinon, ça a changé, à part ça, honnêtement, pas grand chose. Si, ma perception de ce qu'était le sexe. Même si j'idéalisais pas, et je m'attendais à rien de ma première fois, tu te dis quand même, bon, à quoi ça va ressembler cette histoire? En fait, quand tu commences à coucher, ou régulièrement avec quelqu'un, tu te rends pas forcément tout de suite compte des couacs. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce tabou du, tout le monde te dit mais c'est trop bien le cul, nan. Et quand c'est pas ton cas, il y a la première phase où tu te dis ouais non mais c'est bon, enfin c'était juste cette fois-ci ça va aller. Et puis après il y a le ok tu te rends compte que ça va pas. Après il y a le est-ce que j'en parle, est-ce que je suis normale, et t'en parles pas vraiment. J'ai toujours eu des règles super douloureuses. Et au bout d'un moment en fait tu te rends compte que t'arrives pas à vivre ta sexualité pleinement et que ça pose problème parce que c'est le but du cul. De prendre son pied et c'est pas censé être quelque chose de douloureux. Donc je suis rentrée dans une phase d'examen pour détecter l'endométriose qui a été positif à la fin. Et c'est super dur émotionnellement. Et à ce moment-là, moi j'ai développé un espèce de blocage qui fait que j'arrivais plus à coucher avec lui et j'arrivais plus à envisager le sexe comme quelque chose de sympa. C'était plus une corvée qu'autre chose. Et je me rends compte seulement maintenant à quel point j'en ai pas parlé. Moi qui suis quelqu'un qui extériorise énormément. Et même au sein de ma relation, j'ai pas réussi à évoquer ça. Donc d'un côté, ça a été tragique, parce qu'on l'a super mal vécu aussi bien lui que moi, mais d'un autre côté, ça m'a appris énormément. À m'écouter. À pas me forcer. Et surtout, à se dire, le but final, ça va être le même, on va prendre du plaisir, mais il y a tellement différents moyens d'y arriver, et c'est pas quelque chose qui doit forcément se faire vite, et il y a pas forcément de pénétration, et que de toute façon, tu vas juste me faire prendre mon pied en me faisant accueillir pendant une demi-heure, et ça sera couché. C'est aussi une définition de coucher. Donc ça m'a ouvert un peu tous ces portes-là. Et après ça, j'ai eu cette période de confiance en moi 0, où j'étais là, je suis incapable de coucher avec un mec, je suis incapable de ressentir du désir, de l'envie, de l'excitation, c'était genre pas possible. Jusqu'au moment où j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Pourtant c'était coup d'un soir, et ça s'est tellement bien passé, que ça a redébloqué J'avais besoin, je pense, de me taper quelqu'un, et de me rendre compte que je peux prendre mon pied, pour que ça aille mieux. Et du coup là ça va mieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton endométriose? Alors l'endométriose, le problème avec cette maladie, c'est qu'on sait pas d'où elle vient, et on n'a pas de traitement. J'avais fait un post là-dessus où je disais vous avez envoyé des bonhommes sur la lune, et vous allez me faire croire que vous n'avez pas trouvé de traitement contre l'endométriose. Et c'est plutôt représentatif parce qu'on arrive à faire des exploits de malades, et cette maladie qui touche de plus en plus de femmes, il se passe rien du tout. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est avant d'arriver au stade où ils te disent ça peut être ça, il peut se passer des années. C'est-à-dire que t'as tous les symptômes, ou les symptômes vraiment les plus flagrants, c'est-à-dire que moi j'avais des kystes aux ovaires. Quand je vous dis que j'avais des règles douloureuses, c'est que elles duraient 8 à 10 jours. Tu peux pas garder un tampon maxi plus de 1 heure parce qu'il est plein. Tu te demandes d'où vient tout ce sang.
et des douleurs. Je ratais 5 jours de cours par mois, ou de taf, ou de quoi que ce soit, parce que c'était même pas envisageable. Donc toute ta vie tourne autour de ça. La panique de se dire, si j'ai mon bac à ce moment-là, je fais comment? Tu vomis, tu fais des malaises, et surtout tu te vides de ton sang, t'as mal au dos, t'as mal partout, t'as mal au crâne. C'est pas juste une douleur. Je fais la différence, il y a certaines femmes, t'as mal le premier jour, t'as mal le deuxième jour, ok, l'endométriose, c'est bien plus hard que ça. Et justement, t'as des rapports sexuels souvent qui sont très douloureux. Et donc, au bout d'un moment, quand ça fait 1 an que tu vas voir ton médecin tous les mois pour te demander un arrêt de 5 jours, tu commences à te renseigner, et puis tu regardes sur internet, et on te parle d'endométriose, mais bon, sans plus. Tu sais, on a l'impression que c'est une maladie qui est « Hey 2019, endométriose !» et qu'avant ça, il se passait rien du tout. Et ils disent « Oui, endométriose !» Et tu rentres en fait dans un parcours d'examen qui est... tu te tapes les frottis, je sais pas combien, les IRM pelviens, les nanins, les trucs. Enfin, moi, je trouve ça traumatisant. Même si c'est bien fait, ça reste... Enfin, c'est pas normal qu'on ait trifouillé partout pour aller voir ce qui se passe, si ça va pas. Et au bout d'un moment, on dit, en fait, c'est ça. Et tu ressors de là, et tu lui dis, mais... Et on fait comment? Et en fait, le seul traitement qu'il trouve à te donner, c'est la pilule en continu. Parce que le seul moyen pour que t'aies plus ça, c'est souvent d'arrêter tes règles. Et à l'heure actuelle, à 20 ans, tu vas pas faire une ligature de trompe, tu vas pas... Enfin, ça va pas. Jamais de la vie. Donc, il te donne la pilule en continu, qui a des effets, par exemple sur moi, nocifs. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Parce que moi, je vois la différence quand ma mère... Pour elle, la pilule, ça a été un truc, mais révolutionnaire. C'était super bien. Au niveau de l'émancipation de la femme, elle me dit, tu te rends pas compte ce que c'était la pilule? Je dis, mais je continue à le penser. Mais j'essaie juste de t'expliquer qu'on la supporte pas forcément toujours, et que moi, j'avais une baisse de libido. C'est même pas que j'avais une baisse de libido, c'est que c'est passé plus rien. Non mais, sécheresse vaginale, à souhait, hein. Et en plus de ça, enfin, humeur, non, c'était vraiment, je la supportais vraiment pas. Sauf que tu peux pas, à ce moment-là, arrêter la pilule. Alors, soit c'est opérable, et on t'opère, et c'est pas non plus dit que ça aille mieux après. Est-ce que tu sais en quoi elle consiste, l'opération? Alors, ça dépend. Il y a des femmes où ça va être des ablations, et il y a des femmes où c'est tout simplement venir nettoyer toutes les petites cicatrices que ça a laissées. Parce qu'en fait, l'endométriose, c'est ton endomètre qui va en fait se placer à des endroits où il doit pas se placer. Donc il y a certaines femmes qui vont avoir de l'endométriose au niveau des intestins, au niveau du côlon, à l'extérieur de l'utérus, donc dans le ventre, au niveau de la vessie. Il y a même certaines femmes qui vont retrouver de l'endométriose dans les yeux. Et donc au moment où t'as tes règles, tout ton tissu coule, et ben ça fait la même chose mais partout ailleurs. Donc tu te retrouves avec ton système interne qui essaye de se battre pour ça, et on se retrouve avec tout un tas de petites cicatrices blanchâtres un peu partout. Donc il y a des femmes qui ont été détectées d'endométriose super tard, qui ont été opérées, et elles étaient pleines partout de... Tu voyais même plus l'espace entre sa vessie, son utérus, parce qu'il y en avait partout. Enfin c'est un bordel. Et il y a des femmes justement qu'on a dans les yeux, et qui pendant juste la période de leurs règles, perdent un peu le sens de la vue. C'est absolument atroce. Et on n'en parle pas. Et surtout, il n'y a pas de traitement pour ça. Donc tu trouves X et Y moyens. Mais moi, bizarrement, je prenais la pilule en continu. Et j'ai arrêté la pilule, je sais pas pourquoi, j'ai eu un moment où je la supportais plus, j'ai arrêté complètement la pilule. Et ça va mieux depuis. J'ai l'impression de plus rien avoir. Et bizarrement, à ce moment-là, il y a 2 cas. Il y a soit mes cas où d'un seul coup, limite ça disparaît, et il y a des femmes où c'est la mort. Mais c'est bien parce que maintenant ça commence à être reconnu, et du coup on te fait plus chier quand t'es pas là 5 jours par mois, quoi. Et moi je pense même que t'as pas besoin d'avoir de l'endométriose pour, si tu veux prendre un jour quand t'es en train de saigner ta race et que t'en peux plus, ne pas aller au travail. Personne ne doit avoir le droit de te dire quelque chose par rapport à ça. Il y a des pays où on peut, qui offrent des congés aux femmes pour leurs règles. Mais je trouve ça super bien, la France, vous vous branlez quoi. Donc il y a énormément d'efforts à faire à ce niveau-là. Moi, ça me révolte. Parce qu'après, moi, je me retrouve avec des filles de 12 ans qui me disent, je comprends pas, mes règles, elles sont pas normales. À la télé, ils nous mettent des nanas qui vivent leurs règles pimpantes avec la robe à paillettes. Et ce soir, je peux me coller dans l'ascenseur parce que je ne sens pas mauvais de la chatte avec ma serviette qui sent l'aloe vera. Et oui, ça a une couleur marronasse un peu dégueu. Et oui, ça sent super fort. Et oui, écoute, il y a une espèce de glaire chelou. C'est pas un liquide bleu transparent sympatoche. Mais c'est naturel, c'est normal. Il y a rien de... Et je vois pas pourquoi on essaye d'embellir ça comme si c'était quelque chose de moche, comme si c'était quelque chose de malsain. Il y a rien qui m'énerve plus que quand on dit protection hygiénique. Comme si ça relevait de l'hygiène. Moi, je préfère dire soit protection périodique, soit protection féminine. Mais pas hygiénique, parce que automatiquement, dans la tête de certaines femmes, ça finit par hygiène égale quand c'est pas propre, règle égale quelque chose de sale. Je pense qu'il faut faire vraiment attention à tous ces mots-là qu'on utilise, et surtout rendre gratuit, quoi. Et pas gratuit avec de la merde dedans, s'il vous plaît. Gratuit, coton bio,
pas récolté par des petites filles, des petits garçons mineurs qui sont en train de crever en faisant ça. Un truc un peu réfléchi, quoi. Enfin bref, je dis ça, j'ai rien. Ça me gave. Et comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui? Est-ce que tu l'aimes? Et bien sûr, je le kiffe ma race, mon corps. Je le kiffe parce qu'en fait, je me laisse pas le choix. Faut pas se laisser le choix. Ton corps, il est comme il est. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est très simple. Hein. À partir du moment où t'as compris ça va. Mais moi, je kiffe mon corps, bien sûr. Et pourtant, en ce moment, j'ai pris du poids. Il y a une époque où j'étais vraiment super mince, ce qu'on considère comme une taille mannequin. Vous me voyez pas, mais je mets des guillemets. Mais je le kiffe de ouf. Moi, j'aime bien mon corps. Je corresponds à la définition de moi-même. Et pourtant, j'ai de la cellulite, j'ai des vergetures, mais je suis bien. Non, je suis super bien dans mon corps. Je m'habille comme je veux. C'est aussi ça, être bien dans son corps. C'est je m'habille comme je veux, quand je veux. Donc ouais, c'est mon gars sur mon corps. Est-ce que tu te montres nue facilement? Ouais. Je suis tout le temps à poil. Moi, si je pouvais être nudiste, je pense que je serais nudiste. Moi, pareil. Mais vraiment, hein. Ma mère, elle me dit, mais habille-toi, mets une culotte, fais quelque chose. Je suis là, aux dernières nouvelles, on a tous la même chose entre Je suis tout le temps toute nue. J'adore ça. C'est quoi que tu préfères chez toi? Tellement de choses. Et c'est surtout, ce que je préfère, c'est me rendre compte qu'aujourd'hui, quand tu me poses la question, j'arrive à te dire tout. Tu vois, souvent les gens, ils vont être gênés. Mais non, mais... tu vois? Non, mais ils vont se dire, ok, donc là, il faut que je dise 3 trucs max. Si je dis que c'est le physique, ça va pas. Du coup, je vais dire mon intelligence, mon sens de l'humour. Mais en fait, moi, j'aime le pack Camille, qui va être de temps en temps super chiante à souhait. La nana super gentille comme la nana. Et puis avec plein aussi de points négatifs qui ne me gênent absolument pas et qui font à l'heure actuelle que je suis qui je suis. J'aime tout. Parce qu'à partir du moment où t'enlèves un truc, c'est plus moi. Tu vois, t'enlèves le haut de la tour Eiffel, bah c'est plus la tour Eiffel, dernière nouvelle. Et pourtant, le haut de la tour Eiffel, c'est rien. Non, j'aime tout, moi. Honnêtement, les filles. Mais maintenant, je te le dis et je te le dis sincèrement. Tu m'aurais posé la question il y a 1 an. Je pense que je t'aurais dit la même chose parce que c'est la classe d'arriver à le dire. Mais d'arriver à le dire en le pensant, c'est encore mieux. Non, moi, je kiffe tout. Des 5 sens, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité pour toi? Ils le sont tous. Tu peux être excité par une odeur. C'est le regard, qui est super important. Le toucher. Le goût. Et le dernier, c'est l'ouïe. Parce qu'il y a rien de plus kiffant que d'entendre quelqu'un gémir ou kiffer, prendre son pied. Et tout ça fait que les 5 sens sont importants. Et des orgasmes, t'en as souvent? Orgasme toute seule ou orgasme à 2? Bah, à 2. Bah, honnêtement, là, je te dis, je suis restée avec un mec pendant 1 an et demi, et quand tu réfléchis, j'ai pas eu d'orgasme, enfin, à chaque fois, il y a pas eu un orgasme obligatoirement. Mais, je vois pas en quoi c'est un problème. Il y a cette pression de un rapport est réussi s'il y a eu un orgasme. Alors que, je pense que si on réfléchit toutes, j'ai eu des rapports où j'ai pas eu d'orgasme, où j'ai pris 4 fois plus mon pied, qu'un rapport où j'ai eu un orgasme. Par exemple. Après, c'est à moi de faire en sorte que si c'est quelque chose qui me gêne, ça se discute, ça se travaille. Et après, j'ai parlé, ça c'est plus d'un point de vue hétéro, mais il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas, par exemple, toucher leur copine en même temps parce qu'ils ont l'impression que du coup c'est pas eux qui lui ont donné un orgasme, étonné que c'est pas avec leur bite. Et même nous toucher pendant un rapport à 2, c'est pas, y a pas un cahier des charges de comment ça se passe quand tu couches, ou pour avoir un orgasme il faut faire ci ou il faut faire ça. Tous les moyens sont bons pour avoir un orgasme. À partir de ce moment-là, on fonce. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'ego. Les mecs, tu te touches pendant qu'ils sont en train de te prendre. Ils ont l'impression qu'ils servent à rien. Ouais, c'est ça. Alors que je sais pas, le truc c'est une équipe, genre on est là de foot quoi. On est là pour mettre un but. on est là pour mettre un putain de but. Que ça soit Matuidi Charo, Mbappé ou Grisou. L'important c'est qu'à la fin ça va gagner la Coupe du Monde quoi. C'est exactement la même chose. L'orgasme c'est la Coupe du Monde. Donc, même si on la gagne pas, c'est pas grave, on a participé. T'as déjà simulé? Oui, bien sûr. Tout le monde a simulé, on va pas se mentir. Il y a juste celles qui se l'avouent, ou qui l'avouent, et les autres qui ne l'avouent pas. Après, encore une fois, la simulation, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Je pense que pousser à l'extrême, comme toute chose, c'est là que ça devient dangereux. Simuler un petit peu pour encourager, je vois pas en quoi il y a de mal à faire ça. Simuler tout le temps, là, ça devient problématique, surtout si l'autre en face est pas au courant. Moi, j'ai jamais simulé à crier comme une folle alors que je sens... j'ai aucun complexe ou aucune gêne à ne dégager aucune émotion si je kiffe pas, quoi. Est-ce que t'as besoin d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles? Non. Je pense que un coup d'un soir peut te faire l'amour,
et ton mari peut te baiser. Alors après, un rapport sexuel peut être bien plus intense, bien plus si il y a ce côté amoureux où vraiment ça va être vécu comme une expérience, mais il y a pas besoin d'être amoureuse pour faire l'amour. C'est quoi la différence que tu fais entre faire l'amour et baiser? L'intention. Faire l'amour, c'est peut-être beaucoup plus du spirituel, de l'émotionnel, du regard. Baiser, c'est de la baise, c'est physique. Mais on peut passer de la baise à faire l'amour en une fraction de seconde. Est-ce que tu tombes facilement amoureuse? Non. Parce que je pense que je suis compliquée, moi, comme femme. J'ai besoin d'un vrai acolyte qui soit capable de m'accepter dans tout ce que je suis. Faut m'assumer, tu vois. Camille, faut assumer tout ce qui va avec, quoi. J'ai une grande gueule, mon caractère, ma personnalité, mon parcours, je suis entière. Ça plaît pas forcément, j'ai beaucoup de caractère. Je suis très déterminée, moi, j'ai pas le time, quoi. Et ça, souvent, ça effraie. Donc, il y en a, c'est ça les fait kiffer à mort. Et il y en a, ils se chient dessus, quoi. En mode, tu sais, je me suis déjà pris non, mais toi, t'as trop de couilles, ou toi, t'es trop une femme, tu vois. Comme s'il y avait différents degrés de femmes. Tu vois, comme si une femme féministe, ça faisait peur aux mecs, quoi. Et qu'une femme féministe, ça va avec un type de mec en particulier. Donc non, j'aimerais bien, moi, tomber plus facilement amoureuse, me laisser plus aller, vivre des histoires folles. Est-ce que quand t'es amoureuse, tu penses que tu peux avoir envie d'autres personnes? Mais bien sûr. Mais oui. Alors, alors ça, c'est un truc. J'avais fait un post là-dessus et je disais, je t'ai trompé tellement de fois dans ma tête. Tu sais que tu peux même être en couple avec quelqu'un, être amoureuse de cette personne-là, et te toucher et penser à quelqu'un d'autre. Je vois pas de problème à ça. Il y a même des couples qui arrivent à être ensemble, amoureux, et quand même accepter que l'autre couche ou... Tu vois, il y a une espèce de contrat intercouple, tant que tu me le dis, tant que... Et moi, je trouve que ça, c'est trop beau. Arriver à comprendre, accepter aussi cette partie de... Écoute, juste ce soir, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, quoi. Mais je t'aime de tout mon corps, et cœur et corps, et j'adore coucher avec toi, mais juste comprends aussi que j'ai besoin d'aller ailleurs. Donc, bien sûr, penser à quelqu'un d'autre en étant en couple. Donc la monogamie, c'est pas important pour toi? Non. Après, il y a différentes échelles, quoi. C'est quoi les échelles? Bah, c'est quoi les échelles? C'est tant que ça reste dans le consentement et dans le respect, et dès qu'on ne touche pas à tout ce qui est mariage forcé de mineurs, oui, bien sûr. Tu vois, surtout avec 20 femmes, non, clairement, non. Est-ce que t'as des couples qui te servent de modèle? Bah, mon père et ma mère. Plutôt badass. Après, moi, j'ai perdu mon père il y a 6 ans, et quand je les voyais ensemble, c'était vraiment jamais de disputes, que des discussions. Jamais de confrontation, que des débats. Et puis moi, ce côté papa maison et maman travail, je trouve ça tellement cool. Parce qu'en plus, il a assuré de ouf. Hein. Et ma mère, c'était une putain de machine de guerre au travail. D'où l'importance de former les hommes à tout ce qui est éducation sexuelle. Par exemple, tu vois, ça leur aurait foutu mal si quand t'as tes premières règles, ton père il est pas capable de t'expliquer. Tu sais, le fameux « appelle maman ». Allô les gars. T'as peut-être déjà répondu, mais pour toi, c'est quoi l'amour? Vous avez 4 heures. Non, pour moi, l'amour, c'est... Ça dépend du jour où tu vas me poser la question, ça dépend avec qui, ça dépend si c'est l'amour envers moi, c'est l'amour envers les autres, si c'est l'amour amical, c'est l'amour famille. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est quelque chose de beau. Et je trouve que ce qui est joli dans l'amour, c'est qu'on n'arrive pas à le définir. C'est comme l'orgasme, tu sais quand tu le ressens. Ouais, exactement. C'est trop hype pour qu'on puisse mettre des mots dessus, quoi. C'est la question de la fin. Pourquoi t'as voulu venir nous parler? Qu'est-ce qui était important pour toi? Avant tout, je suis venue vous parler pour moi. Parce que je sais pas, j'ai senti un espèce de côté super bienveillant, auquel vous tenez énormément et auquel moi aussi je tiens. Et puis ce côté aussi, on est des gens tout à fait normaux. Tu vois, c'est 2 nanas qui ont aussi un taf, qui, tu vois, et qui juste prennent énormément de temps pour des choses qui leur tiennent à cœur. Et puis j'avais besoin aussi de sortir de ce côté interview médiatique auquel je suis confrontée en ce moment. Quelque chose de très calculé, de très mise en scène, et c'est quelque chose que j'aime pas. Moi, qui suis très nature, très cash, très... Donc j'avais besoin de ça. Et après, pour vous, et pour les gens en général qui vous m'écoutez, c'est aussi de se rendre compte que je suis tout à fait normale. Et peut-être en apprendre plus. Et puis j'adorais votre concept. Et puis vos 2 couleurs du compte Insta, c'est mes 2 couleurs préférées. Donc clairement... Meilleure raison de venue ici. Best reason ever. Je suis venue parce que j'aime le jaune et le rouge. Ah mais voilà. J'aimais bien. Et puis le concept, ouais, vraiment le concept podcast, on est comme à la maison, ça met les gens vachement en confiance, et c'est là que t'as des vrais résultats.
avec des pâtes à la truffe en plus. Et du vin. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entrenoslèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.